Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut du monde arabe pour cette toute première table ronde. Merci à Mercedes Vollet, à Eric Denis, Éric Verdeil, Julien Loiseau, qui viennent tous d'un peu partout pour discuter donc de cette question observer la ville arabe. Alors on se disait en vous attendant que c'était un thème a priori ardu, puisque les observatoires urbains, c'est un dispositif de recherche, c'est un dispositif académique, institutionnel, mais sans doute quand même incontournable au vu du thème choisi pour cette première édition des Rendez-vous de l'Histoire du monde arabe. Et donc on va essayer de rendre ce thème aussi attractif et accessible que possible. La question qui est cachée derrière cette table ronde au titre ardu et sévère est en fait une grande et belle question, et c'est la question de tous les chercheurs en sciences sociales, c'est comment les chercheurs observent. Comment les chercheurs observent efficacement, comment les chercheurs se trompent, comment les chercheurs perçoivent, ne perçoivent pas, comment ils peuvent échanger leurs observations et comment ils peuvent ou ne peuvent pas diffuser, le cas échéant, ces observations dans ce qu'on appelle le monde social ou la société civile, enfin, les alentours de leur tour d'ivoire. Et concernant précisément les villes arabes, les villes des mondes arabes qui nous rassemblent aujourd'hui, je voudrais reprendre une question qui a souvent été formulée par Robert Hilbert, qui a été en fait une des bonnes fées qui s'est penchée au tout début des années 80 sur le tout premier observatoire urbain du Caire, sur lequel va revenir Mercedes. Et Robert Hilbert posait souvent cette question à ses étudiants: comment observer l'inobservable? Et je pense qu'on peut peut-être partir de cette idée, un petit peu anxiogène, mais assez stimulante, selon laquelle les villes arabes, les villes du monde arabe, sont des réalités mouvantes, insaisissables, et d'une certaine manière inobservables, en raison des mutations très rapides qu'elles connaissent depuis les années 60-70, depuis les explosions urbaines qu'elles ont connues, en raison des biais statistiques et cartographiques majeurs que l'on connaît sur ces terrains-là, que l'on connaît sur n'importe quel terrain, mais qui, dans les contextes sociopolitiques et socio-économiques des villes arabes, rendent parfois la tâche de l'observateur presque impossible, parce qu'il passe son temps en fait à essayer de déjouer les biais de la statistique, des statistiques officielles ou des statistiques d'agence, des cartographies, qui souvent n'ont pas grand-chose à voir avec les réalités observables sur le terrain. Donc des mutations très rapides, des mutations très violentes, et donc l'obligation pour n'importe quel chercheur, qu'il soit historien, géographe, sociologue, anthropologue, l'obligation de construire une approche critique des données, notamment statistiques et cartographiques quand elles existent, et l'obligation de produire ces données quand elles n'existent pas. Les observatoires urbains dont on va parler aujourd'hui sont nés, je crois, de ce constat d'évidence. Il faut non seulement produire nos données, mais il faut produire des outils de production de ces données et d'échange et de diffusion de ces données. C'était l'idée des observatoires urbains. Ces données, évidemment, elles ne sont pas seulement statistiques ou cartographiques, elles sont aussi historiques. Mercedes va insister, je crois, beaucoup sur ce point. Elles peuvent être archivistiques, photographiques. Certains observatoires urbains sont devenus de véritables photothèques, ethnographiques, anthropologiques, par des enquêtes de terrain, des entretiens, des portraits, architecturales, par la technique des relevés d'architecture, en façade ou à l'intérieur des habitations, selon les contextes. Donc voilà, cette question de la saisie des données, de l'observation des données.
Je vais passer très rapidement la parole aux différents intervenants. Le déroulé de la table ronde va être assez classique. Chacun va prendre la parole pendant une petite dizaine de minutes, avec un fil directeur narratif et diachronique. Mercedes va ouvrir le bal. Et puis ensuite, nous aurons Éric Denis, et puis Éric Verdeil, et puis Julien Loiseau dans une dimension plus prospective, qui terminera. Et puis ensuite, on aura un deuxième temps de débat entre nous, avec notamment la question du devenir de ces observatoires urbains, de leur relance possible, de leur ouverture aux différents milieux professionnels, au grand public, à la société civile, aux chercheurs locaux. Ce sera, je pense, les thèmes du débat. Et puis évidemment, au cours de ce débat, vos questions sont vraiment très très bienvenues pour essayer de nourrir cette discussion. Je vais donc passer la parole aux intervenants je pense en faisant une seule demande, essayez peut-être d'être le plus concret possible, le plus illustratif possible. Essayez de raconter comment se fait la recherche sur le terrain et comment elle est difficile dans ces contextes-là. Donc, 2 historiens, 2 géographes qui travaillent sur Le Caire, sur Beyrouth, sur Damas, Sfax, sur la Jordanie, sur Jérusalem. Et je voudrais juste dire un mot pour dire que Jean-François Pérouse, le directeur de l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, qui a été très impliqué et qui l'est toujours dans l'animation de l'Observatoire urbain d'Istanbul, le oui, devait être là, n'a pas pu être là du fait de ses lourdes fonctions de direction à Istanbul, mais il aurait dû être là. Il est évidemment un des acteurs majeurs du dispositif tel qu'il continue encore à fonctionner aujourd'hui. Donc je passe tout de suite la parole à Mercedes Vollet, qui est historienne de l'architecture, directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire INVISU à l'INHA, Institut national d'histoire de l'art, qui a été en fait associée au début des années 80 à la création du tout premier observatoire urbain, celui du Caire, qui était hébergé dans le cadre du CEDEJ, le Centre d'études documentaires économiques et juridiques, et sociales, mais le S n'y est pas, et qui donc, voilà, a c'est pas le privilège de l'âge, mais c'est le privilège de l'ancienneté, parce que tu étais très 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 jeune à cette époque-là, tu étais étudiante quand tu as démarré l'aventure de l'Observatoire urbain du Caire, il y a plus de 30 ans en fait. Donc forcément, c'est toi qui as la parole. Merci Vincent. Oui, alors peut-être commencer par parler d'un élément de contexte. Tu disais des choses très concrètes. Donc le premier observatoire urbain a été, donc l'OUCC a été créé au Caire en 84. Est-ce que vous m'entendez ? À une époque où il n'y avait pas Internet et où il n'y avait pas le téléphone non plus, c'est-à-dire que la seule façon de communiquer avec la France, c'était via le téléx. Donc on ne peut même pas imaginer aujourd'hui ce que ça voulait dire en termes effectivement de... voilà. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément de... Enfin, il y a 2 éléments de contexte en fait qui sont très importants et que je pense qu'on va retrouver tout au long de nos échanges avec des dimensions différentes à chaque fois. Au Caire, d'abord, une tradition française, je dirais, d'études urbaines. Je ne vais pas tous les citer, mais enfin, je veux dire, Clerget, Hilbert, Raymond. Voilà, il y a une tradition de topographie monumentale à l'IFAO en particulier. Il y a eu beaucoup d'études. Et voilà, il y avait quelque chose d'important là, et quand Robert Hilbert s'est posé la question effectivement de cet observatoire urbain, c'était aussi ça, c'était conserver la possibilité de pérenniser cette tradition, sachant que lui partait en France, puisqu'il venait d'être recruté à Aix, et que donc lui parti, on se disait, ben voilà, quel est le futur des études urbaines
au Caire pour la recherche française. L'autre élément de contexte qu'on va aussi retrouver dans les autres interventions, des deux Éric en particulier, c'est la présence sur place d'équipes opérationnelles, en particulier l'IAURIF, qui s'occupait de l'aménagement du Grand Caire. Et avec ce discours auquel nous sommes très habitués, qui est que les opérationnels disent qu'ils n'ont pas accès à la connaissance et que ceux qui produisent la connaissance disent qu'elle n'est pas nécessairement utilisée par ceux qui produisent de l'opérationnel, en gros, pour faire vite. Et donc, l'idée de cet observatoire, dès le départ, ça a été aussi de faire un bulletin de liaison, en fait, entre les équipes. Et c'est comme ça que la première lettre d'information, l'idée d'une lettre d'information s'est imposée. Donc, pas d'Internet et aider les équipes qui, en France, travaillaient de temps en temps sur le Caire à pouvoir avoir un ancrage local, et puis faire circuler l'information entre des équipes qui étaient sur place, mais qui, pour des raisons X, Y, Z, n'étaient pas nécessairement en contact. Donc ça a joué de manière importante dans la création du premier observatoire. La deuxième chose, parce que Robert n'était pas seul dans cette affaire, il avait une complice qui était Catherine Bruyant, qui travaillait alors au bureau de la recherche architecturale, qui était en fait quelque chose de tout à fait nouveau. La recherche architecturale, elle est née en 1980 d'un rapport fait par Michel Foucault et François Choët sur comment créer de la recherche en architecture. Le BRA était à ce moment-là engagé aussi dans quelque chose qui a disparu depuis, comme quoi nos institutions ne sont pas si pérennes que ça, qui s'appelait la section 40 du CNRS. Aujourd'hui, c'est la science politique, mais à l'époque, ça s'appelait architecture, urbanistique, société. Donc, je dirais que l'Observatoire urbain du Caire contemporain, il est né au croisement de ces deux intérêts, la recherche architecturale voulant se structurer et du côté du Caire, la nécessité d'avoir une mission d'appui documentaire à la recherche et un lieu pour faire circuler l'information. Et puis, puisqu'il faut être très concret, sur le plan du financement, c'est pour ça que j'ai dit que l'OICC était hébergé au CEDEJ. Au départ, il n'était pas financé exclusivement par le MAE, mais en fait par un dispositif interministériel. Donc là, il faut se rappeler la politique de la ville, hein, c'est les années 80. Hein, et donc c'est un financement interministériel, c'est-à-dire que 3 ministères se sont mis soi-disant ensemble, donc enseignement supérieur et recherche, équipement, puisque la recherche architecturale à l'époque dépendait de l'équipement, aujourd'hui elle dépend de la culture, et MAE. Je vous passe le détail de faire fonctionner à distance un financement interministériel. La chose s'est arrêtée assez vite par Telex. La chose s'est arrêtée assez vite quand la personne qui m'a succédé, puisque moi je me suis occupé de monter cet observatoire pendant 2 ans, et puis après Robert m'a proposé de faire un master et puis de m'inscrire en thèse. Donc voilà, j'ai passé la main et j'étais très heureuse de la passer, mais mon successeur s'est cassé la jambe et là on s'est dit aïe, là on va avoir un problème et il faudrait peut-être voir les choses de manière un peu plus, moins précaire. Et donc à ce moment-là, c'est là où effectivement on a profilé un poste sur l'observatoire et qu'après les observateurs ont pris leur envol. Donc voilà, puis après on reviendra, je pense, dans la discussion sur effectivement ces contextes de financement, parce que c'est peut-être par là aussi qu'on peut faire rebondir le réseau des observatoires au plan européen maintenant, évidemment. Est-ce que je peux juste te demander de faire un tout petit lien entre l'école d'architecture de Versailles, dans laquelle tu étais? Non, j'étais pas du tout à Versailles. Mais tu n'étais pas loin? Moi je venais de passer mon diplôme à Malaquais, ce qui s'appelait à l'époque UP1, mais à ma soutenance de diplôme, on m'avait dit qu'il y avait un dispositif de bourse créé par le BRA pour aller à l'étranger. Et donc, comme je travaillais déjà sur le Caire, j'avais proposé d'aller au Caire, et donc c'est comme ça que je suis arrivé au Caire. Mais effectivement, parce que Catherine Bruyant à l'époque s'occupait du BRA, mais elle était aussi à Versailles, il y avait parmi les différentes équipes qui étaient sur place et qui travaillaient sur le Caire, il y avait l'école d'architecture de Versailles, où il y avait une forme de diplôme alors je ne sais plus comment ça s'appelait, certificat en études, je sais pas, enfin bref, ville orientale. Et un des sites
sur lesquels l'équipe donc, de Paul Panray, South and Nowhere travaillait était le Caire. Donc il y avait aussi une équipe voilà, d'architectes qui venaient tous les ans, et je me suis occupé notamment de mettre en place la convention de partenariat avec l'Université des Lazare. Donc voilà, c'était une liaison entre les équipes et un appui documentaire à la recherche avec quelqu'un qui est sur place et qui peut effectivement faire le lien. Voilà. Et donc au départ, il y a des voyages d'études d'étudiants sur le terrain, réguliers, si j'ai bien compris, au Caire. Des vrais voyages d'études, c'est-à-dire pas des visites touristiques, mais des voyages où on s'assied devant des bâtiments, devant des façades, où on sort un calepin, où on essaye de dessiner les façades, où on essaye de mettre en série ces relevés, et ensuite, quand on revient à Paris, de travailler vraiment sur ces relevés. Donc il y a le lien avec la formation, le lien avec les étudiants a été tout de suite très très fort, et le lien avec les institutions locales, l'Université d'Al-Azhar, tu en as parlé. Donc il y a des noms qu'il faut. Donc vous avez compris que Robert Hilbert, donc quand j'ai dit la bonne fée, est vraiment important dans cette histoire. Pour ceux qui veulent le connaître directement, il est là en fait, et il parlera tout à l'heure à midi dans la salle du Haut Conseil. Un peu de publicité pour sa conférence aujourd'hui. Et puis il y a Jean-Charles de Paul, donc, qui était enseignant à l'époque à l'école d'architecture de Versailles et qui était très impliqué dans ces fameux voyages d'études, ces premiers voyages d'études au Caire. Peut-être on peut passer la parole à Éric Denis, qui donc n'est pas historien comme Mercedes, mais qui est géographe. On reste donc au Caire, puisque Éric a dirigé l'Observatoire urbain du Caire entre 1996 et 2002, donc voilà, ça nous à peu près 10 ans plus tard. Il a travaillé également à Pondichéry, en charge du département des sciences sociales à l'Institut français de Pondichéry, donc toujours dans ce réseau des instituts de recherche, assez récemment, entre 2009 et 2013. Il s'intéresse notamment, alors ce n'est pas le cas du Caire, mais ce qu'on appelle les petites villes, ou l'importance des réseaux de petites ou moyennes villes comme structurant les géographies urbaines dans les territoires dont on parle. Éric. Merci de m'avoir invité. Je commencerai par dire que quand je suis arrivé, c'était déjà un outil qui était très structuré par toute l'histoire que vient d'expliquer Mercedes, et qu'aussi c'est un outil qui bénéficiait de la continuité des échanges, c'est-à-dire que vous veniez toujours, que Jean-Charles de Paul était toujours là, que vous étiez là, que les ateliers se faisaient toujours, chaque année, et que donc tous ces échanges ont fait que, je crois, jusqu'aux années 2000 au moins, il y a eu cette continuité de fabrication d'un outil de recherche et d'accueil que moi-même et des collègues on a enrichi d'une autre manière. Une étape dont tu n'as pas parlé, c'est celle de la constitution des corpus, et c'est peut-être là-dessus que je vais insister. Il y avait de commencer avec toi, avec Jean-Charles de Paul et Jean-Luc Arnaud, la constitution d'un ensemble de collections de cartes et de cadastres, qui a été, je crois, tout ce qui était possible de ramasser, d'être ramassé depuis le 19e, 20e, a été collecté, en partie numérisé, indexé par la suite. C'est une autre histoire. Mais au moins, tout ça est à la disposition des étudiants et des chercheurs. Et nous, on y a ajouté avec mon collègue François Moriconi-Ebrard, qui est aujourd'hui au Brésil, un ensemble de l'histoire statistique égyptienne à l'échelle des villages et des quartiers pour une dizaine de recensements de la fin du 19e au début du 21e siècle, en fait, jusqu'en 2006. Ça veut dire, je te coupe juste, donc il y avait la constitution de corpus comme un but en soi du projet, oui, et pas seulement l'utilisation non, qui était de construire un outil de recherche pour faire une autre histoire urbaine aussi, qui était, on peut construire une histoire du peuplement et de l'histoire urbaine en utilisant les données collectées de façon assez remarquable, avec une continuité rare dans l'histoire statistique à l'échelle du monde, sur 100 ans, sachant qu'on a eu un appui d'un outil qui était important, qui était le Peerville. Et je dois dire, peut-être contrairement à ce que tu dis, le Peerville, qui était un outil sur la ville, voilà, financé par le CNRS,
et sur lequel il y a eu un appui continu pendant plusieurs années pour collecter l'ensemble de ces données et les utiliser dans différents programmes. Et aussi, le ministère de l'Équipement a continué en fait après, sur une autre forme, notamment en mettant en place le réseau des observatoires. Ouais. Ouais. Donc il y a eu quand même aussi un tuilage là, même si, parce que les écoles d'architecture avaient changé de tutelle, mais le ministère de l'Équipement, il voyait quand même un intérêt à avoir, mais peut-être qu'Éric aura une vision plus claire, parce qu'il était à l'origine de cette réarticulation. Donc cette histoire statistique, elle a aussi permis de faire travailler ensemble, et je crois que c'est important, historiens et géographes, notamment parce qu'il y a eu, durant cette période, l'aventure de l'exploitation première d'un recensement qui n'avait jamais été exploité, qui était celui de 1848, 46-48, et qui a permis une mise en série quasiment sur 2 siècles de l'histoire du peuplement à une échelle très fine. Hein. Ça veut dire concrètement que ce recensement, vous l'avez saisi, qu'est-ce que vous en avez fait? Il a été collecté au 1/5e, donc il y a une exploitation qui est possible de façon très fine, et il y a eu beaucoup d'articles, Guylaine Allôme, Philippe Fargue, etc. Et ça continue encore. Il y a encore des travaux actuellement dessus. Et donc là, on avait une perspective tout à fait profonde sur des questionnements qui n'avaient jamais été résolus sur l'histoire du peuplement du delta, sur les formes de construction des villages, des grandes abadés, etc. Donc c'est pas seulement urbain, mais c'était vraiment passé aussi d'une idée que les villes, c'était simplement les grandes villes et les monuments, à une histoire plus banale de l'histoire du peuplement, où il y avait les villes et les campagnes, et comment ça s'articulait. C'est peut-être aussi un changement de paradigme et une forme de banalisation des études urbaines par justement plus la ville arabe. Moins monumentale, moins patrimoniale, moins exclusivement. C'est Médina, si elles existent, enfin bon, etc. On pourrait passer des heures à discuter de ça, à une histoire urbaine qui pouvait dialoguer avec ce qui se passait dans d'autres aires d'études, etc. Et tu voulais, je crois... oui, et dans un deuxième temps, je crois qu'aussi que ces corpus, ils ont une importance, outre qu'ils donnent accès à des étudiants, c'est aussi un outil transactionnel vis-à-vis de nos partenaires locaux. C'est-à-dire qu'on ne vient plus là pour prendre des choses et les retranscrire dans nos travaux, mais aussi avoir quelque chose à échanger, à pouvoir mettre sur la table pour travailler ensemble. Et ça, je crois que c'est très important, ça change complètement les données. Et que nous aussi, on a à apprendre à travailler avec ses collègues autour d'outils que l'on construit. Et ça change complètement les perspectives de travail. Et ça amène aussi une autre forme de dialogue avec les professionnels. Parce qu'effectivement, il y avait les gens de l'IORIF et tout ça. Et puis, il y a eu après quelque chose qui continue jusqu'à présent. IORIF, je suis désolé, mais... Institut voilà. Qui était en poste. Donc, il y avait des effets retours. Donc là, on est au Caire, hein. Il y avait des effets retours du Caire à la... D'accord, c'était... qui était la structure porteuse. Ils avaient un outil Mais peut-être que vous pourriez en dire, c'est pas forcément peut-être Ils évident apportaient une expertise à la mise en place du schéma directeur de, je sais plus quelle année, de 80... Oui, après non, le second, 96. Ouais. D'accord, donc les urbanistes et les aménageurs de la région Île-de-France travaillaient au plan d'aménagement du Caire. Oui. D'accord. Depuis la fin des années 70. D'accord. Je dis ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et travailler, ça veut dire pas seulement faisait des petites missions de conseil ou des petites visites sur place, mais était installé sur place à demeure, structurait les... Voilà, donc effectivement, là, on voit bien que le thème qui nous rassemble pendant ces 3 jours, la ville arabe, hein, c'était pendant les réunions du conseil scientifique, on a presque voulu débaptiser ça en disant les villes dans le monde arabe, hein, parce que la ville arabe, c'est évidemment pas une ville arabe, hein, ça peut être aussi une ville qui est produite ou coproduite par la région Île-de-France. Et puis, voilà, c'est évidemment des modèles et des expertises qui circulent. On reviendra sur, je pense, toutes ces questions. On va passer la parole, on va donc quitter le Caire très provisoirement. Je me rends compte qu'on y reviendra en fait un petit peu avec Julien, parce que lui, c'est un passe-muraille. Avec Éric Verdeil, qui est géographe également, et qui donc, lui, a travaillé sur l'urbanisation et l'aménagement urbain au Liban,
et en particulier sur la reconstruction de Beyrouth. Donc là, on est dans un contexte tout à fait différent, hein. On passe du Caire à Beyrouth, on passe dans une ville donc, qui a été, vous le savez, meurtrie par la guerre civile. Et donc, on a cette problématique d'un observatoire urbain au milieu d'un terrain d'observation qui a évidemment ses contraintes propres et avec des enjeux qui sont donc très largement des enjeux à la fois de conservation et d'études du patrimoine, mais aussi de reconstruction à l'échelle de Beyrouth et à une échelle plus régionale. Eric, ensuite, s'est intéressé au rapport entre urbanisation et environnement, et notamment aux questions des liens entre ville et énergie, au sud de la Méditerranée, dans un contexte tunisien, à Sfax, et en Jordanie, en lien avec le réseau des instituts français du Proche-Orient, qui sont à la fois à Beyrouth, qui étaient à Damas, et à Amman, en Jordanie, principalement. Eric. Oui, merci. Merci également pour cette invitation et pour cette initiative, même si on peut considérer que c'est un sujet technique. Moi, je crois que c'est important de replacer l'histoire et la géographie, les études urbaines sur le monde arabe, qui en France sont quand même un morceau important hein, de la production scientifique. C'est important de replacer ça dans son contexte, dans un de ses contextes de travail, effectivement, et notamment ce lien avec la demande sociale. Alors, vous venez d'insister sur les liens avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France qui travaillait au Caire. Dans le contexte de Beyrouth, cette liaison avec les enjeux d'aménagement a été également fondatrice en deux temps. Alors, dans un premier temps, j'allais dire la préhistoire de l'Observatoire urbain de Beyrouth, c'est en fait 1977 et la première tentative de reconstruction de Beyrouth et de son centre-ville. À ce moment-là, il y a au Liban une institution française qui passe la main à des institutions libanaises sur le plan de l'enseignement. C'est l'école des lettres de Beyrouth, avec notamment un institut de géographie qui avait accueilli et formé un certain nombre de jeunes universitaires libanais. Cette institution ferme, mais le ministère des Affaires étrangères crée à ce moment-là le CERMOC, donc le Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain, avec une idée très très claire, c'est de contribuer à la première reconstruction. Première reconstruction pour lequel ce CERMOC va constituer, un petit peu comme au Caire, une sorte de base de données pour les urbanistes libanais et en particulier aussi pour un autre bureau d'études français, l'Atelier parisien d'urbanisme, qui vient en 1977 assister la municipalité de Beyrouth et le ministère de la, pas de la reconstruction, mais le centre de développement et de reconstruction de Beyrouth, avec donc aussi cette dimension de collaboration professionnelle. Donc c'est André Bourget qui à ce moment-là qui était professeur dans cet institut de géographie, c'est lui qui fonde le CERMOC et avec ses étudiants libanais et français, mais beaucoup de Libanais, hein, la dimension franco-libanaise du CERMOC est d'emblée affirmée, ils vont faire tout un tas d'études, d'enquêtes sur le centre-ville de Beyrouth, qui vont constituer des données très très importantes qui seront ensuite réutilisées dans les différents projets de reconstruction par la suite. Donc ça, c'est le premier épisode. Et puis bon, on connaît l'histoire. 1977, ça dure pas très longtemps, la trêve. Le Liban retombe dans la guerre. Il y aura d'ailleurs un nouveau projet de reconstruction en 1983, entre 1983 et 1986, où cette fois-ci, c'est plus la PUR qui intervient, mais cette fois-ci, c'est le retour de l'IAURIF au Liban. L'IAURIF était déjà venu au Liban, mais de manière plus ponctuelle avant. Là, cette fois-ci, effectivement, il s'installe durablement. Mais à ce moment-là, le CERMOC, malheureusement, connaît des événements tragiques. On parlait, je crois, hier, c'est les 30 ans de l'enlèvement de Michel Seurat, qui était un chercheur évidemment très important dans le dispositif du CERMOC, qui s'intéressait beaucoup aux questions urbaines, même s'il avait un rapport critique aussi au savoir pratique et au savoir opérationnel, hein, parce que justement, il se disait, il a une citation que j'aime toujours citer, il disait l'analyse des villes du
Levant à l'aune du kilomètre de trottoir ne nous fait pas comprendre en substance véritablement les modes de fonctionnement de ces sociétés. Voilà. Donc à ce moment-là, effectivement, l'effort très important de Michel Seurat de théorisation de la ville arabe, eh bien, va laisser... c'est une œuvre qui continue à nous marquer, mais on le sait, malheureusement, Michel Seurat est assassiné à ce moment-là. Et je pense que c'est important de rappeler, même si lui n'a pas été associé à l'histoire de l'Observatoire urbain en tant que tel, évidemment de rappeler sa mémoire et sa contribution aux études urbaines. Et puis, troisième étape, 1990-1991, le Cermoq, qui entre-temps avait été exilé à Amman, enfin déplacé à Amman pour des raisons de sécurité, revient à Beyrouth et réfléchit à se relancer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le gouvernement libanais lance le projet de reconstruction de Beyrouth et pataquès, une énorme contestation, enfin, ou en tout cas une certaine contestation de ce projet émerge de la part d'un certain nombre d'architectes et d'intellectuels libanais qui contestent la vision qui est proposée, qui est une vision très modernisatrice, qui est une vision visant à très largement détruire l'ancien centre-ville. Et que font ces professionnels libanais? Et je citerai en particulier ici le nom de Nabil Bayoum. Eh ben, ils cherchent les données qui existent, ils retrouvent et ils exhument de leur carton les travaux qui avaient été menés par les gens du Cermoq dans les années 77, constituent toute une documentation pour critiquer les projets de Hariri et dire non, il y a une alternative différente qui serait beaucoup plus respectueuse et de l'environnement et de la société locale. Et donc, ils se disent à ce moment-là, il faut qu'on crée un observatoire urbain, mais à ce moment-là, ils ne savent pas encore très bien où le mettre. Alors, il y a des discussions avec les UBI. En fait, je crois que le ministère français des Affaires étrangères, qui soutient très fortement et très directement Hariri, n'est pas très chaud vis-à-vis de cette polémique qui est en train de se développer. Et donc finalement, le travail qui est fait de reconstitution d'un stock et d'accumulation de nouvelles données, de plans d'urbanisme, etc., aboutit au Cermoq, mais sans Nabil Bayoum, qui par ailleurs trouve un poste en France à ce moment-là. Et du coup, on fonde à Beyrouth, au Cermoq, un observatoire donc, de Beyrouth, un observatoire de recherche. On insiste sur recherche, sur la reconstruction de Beyrouth, ou sur Beyrouth et sa reconstruction, hein, ORBR. Donc c'est un observatoire de recherche et surtout pas... surtout pas de contestation. Surtout pas de contestation, bien sûr. Mais n'empêche que dans l'ADN de cette institution, il y a Ce cette sont bien ces dimension... données qui ont nourri la contestation finalement. Ou en tout cas, c'est bien les données collectées par le Cermoq qui ont nourri et qui ont donné un socle et une légitimité à la contestation du plan de reconstruction. Et le lieu du Cermoq a servi de lieu d'entreposage de toutes ces des nouvelles données aussi qui ont été rassemblées. Il y a sur la reconstruction de Solidaire toute une importante collection de rapports, d'études qui sont toujours disponibles aujourd'hui au sein donc, de l'IFPO, c'est devenu l'IFPO. Mais donc voilà, dans l'ADN de cette institution, cette dimension d'engagement dans les débats de la reconstruction est très importante. Alors, à côté de ça, la relation que vous avez mentionnée avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France s'est poursuivie. Et là aussi, ça a toujours fait partie du mode de fonctionnement, l'échange de données, l'échange de vues, et donc toujours aussi un certain... Il y avait d'un côté la dimension un peu contestataire, mais de l'autre côté, une dimension plus de collaboration avec les institutions locales de production de données, qui s'est traduit ultérieurement, par exemple, par la production d'un atlas du Liban, qui est très lié à ces efforts de l'IAURIF et des partenariats avec d'autres institutions libanaises, dont notamment je citerai le centre, c'est le Conseil national de la recherche scientifique, le CNRS Liban, et notamment son centre national de télédétection. Donc, cet ancrage local dans des débats et dans des collaborations est quelque chose de tout à fait fondateur. Alors, bien sûr, il y a d'autres dimensions, mais peut-être on en reparlera, la dimension régionale, etc. Mais je voulais insister, moi, sur cet engagement très important dans les débats libanais. Oui, sur la mise en réseau, peut-être un mot.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, sur cette mise en réseau, je crois qu'il faut dire deux choses. D'abord, un des enjeux... Donc, la mise en réseau des différents observatoires urbains dont on est en train de parler, Le Caire, Beyrouth, Istanbul, etc. Voilà, je pense qu'un des enjeux qui était très important, notamment vu du ministère de la Recherche en France, c'était de dire, OK, il y a des observatoires urbains, mais il faut les insérer dans des dynamiques de recherche. Et donc, il y a eu un effort, sans doute intermittent, mais il y a eu un effort régulier pour inscrire ces dispositifs dans une recherche plus large, dans une recherche comparative. Alors, ça s'est traduit de plusieurs manières. Alors d'abord, de manière très concrète sur le terrain, il y a eu des gens qui ont circulé. Alors on parlait de Jean-Luc Arnaud tout à l'heure. Jean-Luc Arnaud, après avoir travaillé et fait sa thèse au Caire, a été nommé à l'Observatoire de Beyrouth. Et c'est lui qui a notamment structuré les collections, il a notamment structuré la cartothèque, et il a contribué à donner, un peu comme au Caire, cette dimension historique qui manquait un petit peu au CERMOC, puisque le CERMOC était lié aux enjeux de reconstruction, aux enjeux donc très contemporains d'urbanisme. Jean-Luc a insisté pour inscrire ce travail dans la durée. Deuxième dimension de cet effort de mise en relation, c'est effectivement en 2000, au moment où moi je suis arrivé, une volonté du ministère de l'Équipement et du MAE de créer un réseau des observatoires urbains, donc de nous donner les moyens effectivement d'échanger, de construire des problématiques communes. Et à ce moment-là, il y a eu, c'était ce qu'on a appelé aussi l'époque de la cagnotte Jospin, donc il y avait de l'argent, il y avait plus de rentrées fiscales que prévu, et donc je crois qu'on en a bénéficié. Et il y a eu pas mal d'argent qui est arrivé dans les observatoires urbains, et on a pu mettre en place deux dispositifs très intéressants. Le premier, ça a été le financement de plusieurs écoles de formation doctorale, où on rassemblait, on a fait ça 3 fois de suite, je crois, des jeunes doctorants qui travaillaient sur les questions urbaines. La première avait lieu au Fayoum, sur les enjeux des quartiers informels dans les villes du monde arabe. Donc à chaque fois une trentaine de doctorants qui venaient plancher à partir de leur terrain dans le monde arabe. Et ça a vraiment contribué à structurer des questionnements, des réseaux entre les villes. Deuxième type de dispositif, il y a eu aussi un appui pour des programmes de recherche entre les villes. Alors, j'en citerai deux, dont je me souviens particulièrement. Il y en a un auquel Eric et Jean-François ont participé. Vous l'aviez appelé CIT, Le Caire, Istanbul, Téhéran. Et il s'agissait de comparer des mégalopoles ou des mégapoles de la région, des villes de plus de 10 millions d'habitants. Et donc avec un échange de méthodes, etc. Peut-être que tu pourras en reparler. L'autre programme dont moi je me suis occupé avec des postes d'observation dans les différentes institutions, c'était sur les cultures professionnelles des urbanistes. Et donc là, on a mené tout un programme qui ensuite a été financé aussi par le ministère de l'Équipement sur comment les urbanistes travaillent, quels sont leurs liens avec les milieux politiques, mais aussi quel est leur mode de fonctionnement justement en réseau transnational. Et ça a été un deuxième programme qui s'est développé à cette époque. Voilà, donc effectivement, cette dimension de coordination des observatoires urbains, alors ça a été un petit peu soutenu aussi par un petit travail d'information et de documentation, mais c'était surtout ces programmes qui ont permis d'échanger et du coup qui ont fait qu'il y ait des liens qui se sont construits dans la durée entre les différents chercheurs qui participaient à ces travaux. Merci. Alors je vais passer la parole à Julien Loiseau et je crois que la transition est tout à fait évidente. Tu as parlé, Eric, de la dimension finalement très politique, au meilleur sens du terme, la dimension politique et l'enjeu politique de ces observatoires urbains dans le contexte des villes arabes et dans le contexte des régimes arabes aussi, avec des formes de contestation particulières, etc. De la tension et de la contradiction qui peut parfois exister entre des instituts français qui sont, comme on le sait, cofinancés par le ministère des Affaires étrangères, donc par la grande diplomatie, et des chercheurs sur le terrain qui cherchent à faire leur métier de chercheur, donc à être le plus honnête possible avec le terrain tel qu'il est et pas forcément tel que la diplomatie du Quai d'Orsay voudrait qu'il soit. Donc ça, c'est des problématiques que nous sommes tous amenés à croiser dans ce monde méditerranéen, que ce soit au Caire, que ce soit à Amman, à Beyrouth, à Damas, puisque tu as dit aussi sur le déplacement des chercheurs. Alors,
pour se déplacer, pour comparer, etc. Et puis parfois par force, parce que une bonne partie de Beyrouth a été à Damas à un moment, maintenant pratiquement tout Damas est à Beyrouth et une autre partie à Amman. Enfin, voilà, les instituts français, les chercheurs qui travaillent dans ces contextes-là sont obligés de se déplacer parce que par moment, les conditions de sécurité deviennent quand même trop précaires. Et tu as évoqué tout à l'heure, c'était très important, la mémoire de Michel Seurat. Donc je passe la parole à Julien Loiseau. Il est aujourd'hui directeur du Centre de recherche français à Jérusalem. Donc il fait partie toujours de ce même réseau des instituts français à l'étranger. En réalité, il vient du Caire. Il y a passé énormément de temps. Il est médiéviste, historien, spécialiste du Caire mamelouk notamment, mais plus largement des villes mamelouks en général, des villes médiévales du monde arabe. Et il est partisan, je crois, et praticien d'une approche politique de l'histoire urbaine, d'une histoire politique de la ville, d'une histoire de la ville qui vraiment intègre les dimensions politiques et les dimensions symboliques dans les questions d'architecture et d'aménagement. Et donc, Julien, en tant que directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, va sans doute parler du projet d'un observatoire urbain de Jérusalem qui, vous l'imaginez, pose des questions qui recroisent aussi celles dont on a parlé. Julien. Merci beaucoup pour cette invitation et ce débat. Alors évidemment, là, la discussion va se déplacer un peu puisque je ne vais pas vous raconter une histoire, une belle histoire, une histoire glorieuse, celle des observatoires urbains en particulier dans les années 80, mais dégager quelques lignes même pas de prospective, mais plutôt d'interrogation sur ce que pourrait être un observatoire urbain de Jérusalem, sa pertinence, son utilité aujourd'hui. Alors, juste, je voudrais insister avant cela sur la centralité du Caire, qui n'est pas qu'un hasard dans le rassemblement de cette table ronde. Je crois que là, il y a quelque chose d'assez fort dans la constitution des études urbaines de langue française sur le monde arabe, où le Caire a joué un rôle très important, non seulement chez les historiens, mais chez les géographes. Et Mercedes citait le nom d'un auteur rarement cité, qui, je crois, a joué un rôle important pour beaucoup, qui est Marcel Clerget, qui est un véritable précurseur, qui écrit dans les années 40, si je me trompe. 34, voilà. Sur le Caire, ouvrage magistral et méconnu. Alors, évidemment, moi, dans cette table ronde, j'interviens avec beaucoup moins de compétences que mes camarades. Simplement, en tant que directeur d'un institut de recherche français à l'étranger, effectivement, ces observatoires urbains font partie des outils qui ont déjà été expérimentés et auxquels on peut penser pour, disons, renforcer et l'expertise et la légitimité d'une institution comme le Centre de recherche français à Jérusalem. Alors, si je parle de légitimité, c'est parce que ces centres de recherche français à l'étranger, contrairement à ce qui a prévalu dans les années 80-90, sont aujourd'hui, dans la tourmente c'est beaucoup dire, mais en tout cas dans une situation beaucoup plus difficile, qui est évidemment liée à la restriction des financements publics, et qui interroge directement leur légitimité, leur rôle, non seulement dans la recherche, mais leur rôle social également. Et aucun de ces instituts de recherche à l'étranger n'échappe aujourd'hui à ce questionnement. Alors Jérusalem, pourquoi un observatoire urbain de Jérusalem? Évidemment, on a changé d'échelle. On n'est plus dans ces très grandes villes que nous avons évoquées jusqu'à présent. Jérusalem est une petite ville à l'échelle des villes du Moyen-Orient. Simplement, évidemment, comme vous le savez tous, c'est une ville qui pose des questions très particulières, liées à la situation géopolitique, pour faire simple, liée, donc ville qui n'est plus en guerre, mais ville qui est en conflit, ville qui est en frontière, qui est traversée par ses propres frontières, et où, évidemment, le discours sur la ville revêt une importance politique, éminemment politique, selon le lieu institutionnel, le lieu national également, duquel le chercheur parle. À Jérusalem, la production de données sur Jérusalem, de données statistiques, cartographiques, elle est problématique parce qu'elle est très largement unilatérale, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas fondée en rationalité scientifique, mais elle est produite de manière unilatérale par des instances soit administratives, soit de recherche israéliennes. Et
tout l'enjeu, évidemment, je vais arrêter de dire évidemment, tout l'enjeu de cette production de données, c'est sa réappropriation, la réappropriation de ces données, ou non, ou le refus de se réapproprier ces données par d'autres acteurs de la ville, à commencer évidemment, j'y reviens, à commencer par les chercheurs palestiniens, mais également par d'autres acteurs de la recherche sur la ville. Alors, de ce point de vue, l'expérience des observatoires urbains, elle ouvre des perspectives très intéressantes. D'abord parce que, ça a été bien rappelé pour l'observatoire du Caire, ce sont des outils qui ont été pensés dans une logique pluridisciplinaire. Et dans le cas de Jérusalem, l'essentiel, aujourd'hui, l'enjeu principal dans la construction d'un discours, ou de la construction de données sur Jérusalem, c'est la prise en compte de la diachronie. C'est la capacité à sortir de la focalisation obsessionnelle sur le présent pour reprendre de la profondeur chronologique, donner à la ville la respiration ici d'une plus longue durée. Et ces outils, à la fois évidemment par l'accumulation de données cartographiques, le travail patrimonial qui a pu être réalisé au Caire sur les cartes de la ville depuis le 19e siècle, permet déjà de donner cette respiration. L'autre point qui me semble très prometteur, très intéressant avec cet outil de l'observatoire urbain, c'est la dimension de formation à la recherche. Ça a été dit, ça a été rappelé tout à l'heure. C'est qu'on a là un outil qui permet, sur des dossiers, au fond, très bien circonscrits, d'engager sur un terrain de recherche des jeunes chercheurs, dès le niveau master, a fortiori au niveau doctorat, et de leur permettre de s'engager dans une entreprise collective de construction d'un savoir sur la ville. Alors, dans le cas de Jérusalem, pour revenir aux enjeux que représenterait pour un centre comme le Centre de recherche français à Jérusalem l'ouverture, la création d'un observatoire urbain, et en lien avec ce que je viens de dire, il me semble que l'enjeu principal aujourd'hui, il est lié au changement d'échelle, justement. Au changement d'échelle diachronique, mais également spatiale. C'est-à-dire que l'impasse dans laquelle se trouvent bien souvent conduits les chercheurs qui travaillent sur l'espace de Jérusalem, c'est justement de se limiter à une échelle urbaine beaucoup trop réduite. Or, au fond, si on se dégage des problématiques liées aux lignes de 49, aux murs de séparation, on s'aperçoit, si on prend un peu de champ, si par un effort de l'imagination assez conséquent, assez difficile, on tente de replacer cet ensemble urbain dans un tout autre contexte imaginaire, on s'aperçoit en fait qu'on a une métropole. On a une ville qui fonctionne à une échelle métropolitaine, mais une échelle métropolitaine qui est inaperçue et qui est même délibérément inaperçue par la plupart des acteurs. Au fond, Jérusalem fonctionne à une échelle qui va du nord au sud de Ramallah à Bethléem, d'est en ouest, de Jéricho à Beth-Shemesh, pour ceux qui connaissent la topographie. On a donc une ville qui, dans son fonctionnement concret, dans ses circulations, dans ses logiques humaines, pendulaires, mais également économiques, est une ville qui se joue comme elle le peut, avec la plus grande difficulté souvent, des obstacles mis à son intégration. Alors, il y a là, je crois, un certain nombre d'enjeux qui justifieraient de la création d'un observatoire urbain de Jérusalem. Évidemment, la difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est celle des ressources humaines, des ressources financières, à un moment où les tutelles, et en particulier le ministère des Affaires étrangères, tend à se retirer de ces... ou en tout cas à réduire la voilure dans la plupart de ces centres de recherche, et où là, pourtant, je crois qu'on tient un projet, un objectif qui peut servir et évidemment offrir également une vitrine à l'expertise des sciences humaines et sociales françaises sur un terrain bien connu, travaillé depuis longtemps, qui est celui des études urbaines. Merci Julien. Il n'est pas impossible non plus que cette expérience puisse donner des résultats comme ceux qu'on a vus à Beyrouth, c'est-à-dire que le contexte, enfin, l'ébullition sociopolitique locale, si l'expérience est réussie,
ne puisse pas ne pas se saisir de ces données pour en faire quelque chose, quoi. Qu'à la limite, si rien ne se passait, ce serait inquiétant et ce serait décevant. Donc, lancer ce genre d'expérience à Jérusalem notamment, ça suppose de prendre des appuis dans tous les sens du terme assez solides et que les tutelles suivent et acceptent que créer un observatoire urbain dans un tel contexte, c'est prendre des risques, prendre un risque, si on veut relier ça avec la société civile. Peut-être on va prendre quelques questions s'il y en a dans la salle. J'en ai plein, moi, encore à reposer à nos intervenants, mais je voudrais peut-être qu'on prenne d'abord un temps pour des questions ou des remarques ou des interventions, des interrogations qui pourront permettre comme ça de relancer le débat. Il y a un micro qui va circuler. Attendez le micro pour que toutes les questions puissent être enregistrées. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ma question est justement portant sur les risques à venir et puis sur l'avenir. Y a-t-il eu, à un certain moment, une perspective d'observatoire urbain à Damas? Parce qu'il y a tout de même tout un passé concernant le rôle des cochards à Damas. Et si l'on songe à l'avenir, lointain sans doute, mais malgré tout, il y a toujours un avenir, il aurait été peut-être utile que l'on utilise un certain nombre de recherches portant sur cette ville qui est tout de même très en liaison avec l'entourage dont vous avez parlé. Voilà. Alors, je vais laisser évidemment les deux Eric répondre parce qu'ils auront des choses à dire. Moi-même, quand j'étais étudiant, eh bien, j'avais participé à une école doctorale organisée avec Jean-Luc Arnaud à Damas, tout début des années 2000. Donc oui, bien sûr, Damas a été intégré. Eric pourra en dire plus. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, à Damas, au sein donc, de ce qui était à l'époque l'IFEA, l'Institut français des études arabes, qui était séparé du CERMOC, qui était, si vous voulez, traditionnellement un centre d'expertise d'arabisants sur l'histoire urbaine, sur la littérature arabe. Donc dans ce centre a été créé dans les années 80, je pense, voire peut-être même un tout petit peu avant, ce qu'on a appelé l'atelier Vieux Damas, qui a été pendant longtemps animé par Sarah Batassi, et dont le projet a visé à produire une documentation cartographique, archivistique, notamment non pas tellement de la vieille ville de Damas elle-même, parce que ça c'était, bon, il y avait une sorte de partage du territoire avec les archéologues et les historiens syriens, mais ils ont surtout travaillé sur le Midan, hein, et finalement sur les faubourgs qui datent justement de la période peut-être mamelouk et puis surtout ottomane. Sur laquelle une documentation très très importante a été rassemblée, notamment en liaison, et de nouveau on parle des écoles d'architecture, avec l'école d'architecture de Versailles, Rougon et Villain, et qui ont permis d'éditer des ouvrages très très intéressants, des sortes d'atlas, si vous voulez, de ces zones-là. Puis, effectivement, cette documentation a été mobilisée déjà dans le cadre d'un certain nombre de livres. Je pense que Jean-Luc Arnaud a en partie puisé l'information de son livre sur Damas dans ses travaux. Et puis, c'est un ouvrage de Jean-Luc Arnaud, aux éditions Actes Sud, ouais. Damas. Construction d'une ville moderne. Construction d'une ville moderne, mi-19e, mi-20e, chez Actes Sud, qui, je pense, doit être à la librairie. Et alors, le dernier point, et où on rejoint votre question et votre préoccupation pour l'avenir et la reconstruction de Damas et de la Syrie, c'est qu'il y a eu, à partir de 2006, une chercheuse qui a été en poste à Damas, qui était géographe et urbaniste, et qui a travaillé sur aussi le développement, non plus simplement des faubourgs historiques de Damas, mais sur le développement du Grand Damas, à travers un programme sur le logement. Donc c'est Valérie Claire. Et dans ce cadre-là, une documentation assez importante a été rassemblée. Elle a collaboré aussi avec l'équipe qui a
travaillé sur un schéma d'aménagement de Damas. Et depuis le début des événements, elle a produit déjà 2 ou 3 articles sur les enjeux de la reconstruction en Syrie, en pointant d'ailleurs le fait que les destructions auxquelles on a déjà assisté ne sont pas simplement, j'allais dire, des effets collatéraux involontaires, mais malheureusement semblent bien s'inscrire dans un plan délibéré aussi de destruction de certains espaces pour chasser certaines populations, etc. Et donc là, on est au cœur, malheureusement, des questions d'urbicide et comment dirais-je, quand la guerre s'empare de la ville. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, évidemment, en Syrie, que ce soit à Homs, que ce soit à Alep, et évidemment dans d'autres villes, et aussi à Damas, qui est quelque chose d'assez terrible. Et que donc, Eric va prendre la parole aussi, mais que donc l'observation des destructions urbaines ne relève pas que d'un relevé statique, mais aussi d'une compréhension de ces destructions et d'une politique de destruction, et que, voilà, on le sait dans tous les contextes historiques, on peut profiter de n'importe quelle situation pour nettoyer tel ou tel quartier dont on sait qu'il est particulièrement frondeur ou particulièrement délicat à gérer même dans un moment plus pacifique. Donc c'est aussi le rôle de ces observateurs urbains que d'essayer, grâce à leur expertise de longue durée, de comprendre pourquoi tel quartier va être particulièrement pilonné, alors que sur le plan opérationnel, ça n'a pas l'air d'être plus important que ça. Mais en fait, c'est sans doute d'autres logiques d'histoire urbaine qui se jouent à cette occasion-là. Je crois qu'Éric Denis voulait dire un mot sur Damas. Non, tu as déjà dit ce que je voulais dire à la fin de ton exposé, mais simplement, tu as aussi travaillé sur ces questions de villes en guerre à la fin de ton atlas à l'occasion des bombardements israéliens en quelle année? En 2006. Et donc, tu as aussi cette expérience que, il me semble, tu travailles aussi parce que vous avez accès à tous ces travaux sur la Syrie, sur la question de l'accès aux services en contexte de guerre. Il y a des projets là-dessus. Et donc, c'est aussi parce qu'il y a cette accumulation antérieure que c'est possible. Et pour souligner la qualité des travaux récents de Valérie Claire, il y a aussi, ça va au-delà de la question des bombardements, puisqu'elle montre quelque chose qu'on a vu ailleurs et qui est important, par exemple en Irak, à Bagdad avant, c'est la redistribution des cadastres. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il est permis de comprendre parce qu'on a l'antériorité. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu de quoi il s'agit? C'est-à-dire qu'on ne détruit pas seulement les immeubles, on détruit aussi les documents papiers qui permettent de savoir à qui appartient le sol, et ça permet de redistribuer après la propriété et de reconstruire la ville sur d'autres configurations sociologiques, ethniques, tribales, tout ce que vous voulez. Et ça a été fait à Bagdad, où avant il n'y avait pas, par exemple, en contexte américain, puisque c'est les Américains qui avaient détruit les archives, de redistribuer les cartes complètement, et d'inventer par exemple le statut d'illégal, etc., qui n'existait pas avant parce qu'il n'y avait plus d'archives, et de repeupler des quartiers entiers d'une manière différente de celle qu'elle était avant les bombardements. Et donc on imagine bien, dans tout ce qu'on vient de dire, que la constitution de corpus, la constitution de données et la conservation et la sécurisation d'une certaine manière de ces données, la reproduction sous forme numérique ou le stockage immatériel de ces données, revêt, dans le contexte des villes dont on parle, un enjeu politique extrêmement important. Extrêmement important, que ce soit des données effectivement qui documentent l'état des bâtis avant des événements dramatiques dont on parle, ou des données effectivement qui sont en fait d'ordre juridique, comme des cadastres. Bon, évidemment, dans le cas de Jérusalem, ça pourrait... Est-ce qu'on va prendre... Pardon, on va prendre d'autres questions, je crois, tout de suite, si ça... Bonjour, je me présente succinctement, si vous voulez bien. Philippe Houdard, je suis photographe, enseignant-chercheur à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Et il se trouve que je suis l'initiateur et l'auteur de 2 observatoires photographiques. Les deux ont été réalisés et se réalisent actuellement à Doha. Le premier est consacré à ce que j'appelle Heart of Doha, c'est-à-dire vraiment et c'est un corpus qui vient de s'achever,
qui a été réalisé durant 8 années à raison de 3 séjours annuels. L'archive se constitue actuellement de 10 000 clichés photographiques. Et le second observatoire s'attache vraiment à la configuration du grand doigt. Voilà, le doigt plus contemporain avec toutes les extensions. Voilà. La question que je voulais vous poser, c'était justement dans cette question des réseaux. Alors, il se trouve que j'ai travaillé durant 2 années dans le cadre d'un programme de recherche qui a été initié à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Il y a 2 questions. La première, c'est la place justement des différents acteurs dans ces programmes de recherche et la place éventuellement des photographes, des vidéastes et des commandes qui leur sont faites ou qu'ils initient eux-mêmes. Et la seconde question, c'est parce que j'ai tendance à considérer, peut-être que j'ai grand tort, qu'un objet artistique peut être aussi, bien entendu, un objet scientifique. Seconde question, c'est plus une question de décentrement. Vous avez mentionné à juste titre Le Caire, Beyrouth, qui étaient d'ailleurs les capitales culturelles arabes, qui le sont encore, mais il y a quand même des glissements qui s'opèrent actuellement dans la région. Il y a des glissements, bon, c'est aussi pour des raisons économiques, mais pas qu'économiques à mon sens, qui s'opèrent justement vers les Émirats, en particulier au niveau de l'art contemporain, etc. Et cette question, c'était effectivement, est-ce qu'il y a véritablement, là elle est très naïve, des équipes véritablement de recherche qui consacrent véritablement un champ prospectif à l'étude des villes émiraties. Peut-être les considérez-vous pas comme des villes arabes, hein. Ça peut être d'ailleurs contesté et contestable. Mais voilà, c'était... Merci. Merci. Qui voudrait intervenir? Peut-être, je ne sais pas, peut-être Mercedes sur cette question de la photographie et de l'image, parce que tu as quand même été partie prenante. Oui, et Eric, maintenant je m'occupe beaucoup d'images à l'INHA, et en particulier on a une grande base de données. Alors pour l'instant tout n'est pas en ligne, mais quand même beaucoup, avec énormément de photos sur Alger, Tunis, Le Caire, Alexandrie. Et on travaille avec des photographes, avec une forme d'accord avec eux, pour pouvoir au moins faire connaître leurs images, sachant qu'après il y a tous les problèmes de droit, etc. Ça c'est autre chose. Mais oui, bien sûr. Enfin, je considère effectivement qu'une photographie n'est pas seulement un document artistique, c'est aussi un document scientifique. On travaille par définition en histoire de l'architecture. On travaille beaucoup avec des images, que ce soit des images contemporaines ou des images anciennes, parce que on en a besoin pour nos travaux. Donc pour moi il n'y a aucun problème. Je considère, Julien l'a dit tout à l'heure, ou Vincent, nous ne travaillons pas sur la ville arabe mythique, etc., mais nous travaillons sur les villes dans le monde arabe. Donc à ma connaissance, les Émirats font partie du monde arabe. Donc non, il n'y a pas de problème. Et je trouve qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés. Il me semble que alors je ne sais plus si c'est à Abu Dhabi, il y a un jeune collègue qui travaille avec les étudiants de NYU, qui fait travailler ces étudiants émiratis sur Pascal Ménoret, sur l'architecture moderne à Dubaï. Il a déjà et Abu Dhabi, il leur a déjà fait faire un guide. Voilà. Enfin, donc il y a un gros travail là-dessus, et on peut tout à fait imaginer. Alors que, en revanche, les observateurs urbains qui ont déjà du mal à se financer passent commande à des photographes, ça, je ne pense pas que ça va arriver tout de suite.
Enfin, voilà. En revanche, on pourrait penser des articulations, me semble-t-il, avec la Datar, puisqu'il y a quand même une tradition en France de commande photographique du territoire et qui a financée en particulier aussi en liaison avec la Fondation de France, puisque voilà, certains des acteurs qui ont commandé, qui ont fait la commande photographique de la Datar sont aussi liés, François Hers en particulier, avec la Fondation de France. Donc on pourrait imaginer tout à fait des collaborations. Mais c'est vrai que les lieux, enfin le lieu d'où tu parles et où tu travailles maintenant, Institut national d'histoire de l'art, est un des rares lieux, un des rares points de rencontre entre les sciences sociales et puis le domaine artistique au sens large. Et c'est vrai que ce qui me frappe dans votre intervention, c'est que l'École des Beaux-Arts de Nantes, qui a donc lancé ces observatoires photographiques sur des villes arabes, évidemment arabes dont vous avez parlé, c'est vrai que les liens et les points de rencontre sont assez rares et sont trop rares. Et l'Institut national d'histoire de l'art, l'INHA, est un de ces lieux en plein Paris qui essaye de prendre en charge ces interactions entre deux mondes qui, c'est vrai, ne se parlent pas assez. Je crois qu'Éric voulait dire quelque chose sur... Oui, 2 mots pour vous répondre. Tout d'abord, pour vous dire que dans une ville qui n'est pas une ville arabe, mais qui joue un rôle très important dans la circulation de l'information, des idées et dans les échanges de recherche, c'est Istanbul. Jean-François Pérouse, notre collègue, qui est en place depuis très longtemps et qui a mis en place une méthode de connaissance du Grand Istanbul assez originale, puisqu'il se rend presque chaque semaine ou chaque mois dans des faubourgs ou des quartiers ou des extensions d'Istanbul, et il produit une documentation photographique, alors avec un objectif qui n'est pas spécialement artistique, mais véritablement de documentation des transformations d'Istanbul. Et je crois qu'il y a ici Elvan qui pourra peut-être nous confirmer, mais il me semble qu'il y a une tentative, une volonté d'archiver, de mettre en ligne, ou en tout cas d'archiver, de structurer sous la forme d'une base de données cette documentation photographique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour Beyrouth, je pense qu'il faut citer le travail qui est mené par différents collègues libanais qui visent à constituer des centres d'archives. Donc il y a un centre d'archives de l'image arabe. Voilà, la Fondation arabe de l'image, c'est important de le mentionner. Et puis plus récemment, Georges Arbide a mis en place un centre des archives de l'architecture arabe, ou centre arabe de l'architecture, AAA, et où on va avoir une documentation photographique, mais aussi graphique, de la production de l'architecture, non seulement à Beyrouth, mais beaucoup plus largement. Donc, ça fait aussi partie de ces efforts. Alors, je crois que par rapport à ça, c'est intéressant de mentionner qu'il y a beaucoup d'initiatives locales qui se développent, par exemple à partir de Beyrouth. Et quelque part, moi je pense qu'il y a effectivement une articulation, peut-être un relais aussi par un certain nombre d'institutions locales. À Beyrouth, je vois bien que le CERMOC a joué un rôle, ou le LIFPO a joué un rôle à un moment donné, alors qu'il y avait un vide. Les institutions locales n'étaient pas en mesure de s'emparer et de mener à bien ces tâches. Aujourd'hui, on voit certaines institutions les mener. Ce qui fait que ça explique peut-être que l'urgence, enfin le besoin pour les observatoires urbains français de remplir certaines missions est peut-être moins nécessaire, puisqu'il y a aussi des relais. Et par exemple, l'Université américaine de Beyrouth est vraiment très très importante et joue aussi un rôle énorme en termes de structuration du débat sur l'urbanisme à Beyrouth. Donc ce que le CERMOC ou l'IFPO jouait à un moment donné, bien logiquement, ça a été pris en charge par la société libanaise. Puisque tu as la parole, je voudrais peut-être rebondir juste sur cette... Mercedes disait au tout début que le premier observatoire urbain du Caire a été lancé avant Internet, pratiquement avant le téléphone international et à l'époque du Telex. On est aujourd'hui dans un monde technique qui fait qu'on peut tous pratiquement faire du microblogging, même dans la rue, et faire de la photographie et la stocker et l'archiver de façon extrêmement simple. Je sais, Eric, que tu es toi-même, on va dire, un microblogueur, ou pas seulement, enfin tu animes le site Roumor, hébergé par Hypothèse, Jadalia. Est-ce qu'il n'y a pas aussi
des formes. Donc on a dit que les tutelles, que les financements avaient tendance à régresser. On a dit que les sources de financement régressaient. En même temps, les possibilités techniques, on va dire gratuites, explosent. Et je me demande si on n'assiste pas aussi à une forme d'individualisation et d'éclatement en fait de ces efforts de documentation. Est-ce que toi, par exemple, tu as l'impression de participer à cette logique-là, qui je pense qui est vraiment une logique avec dissémination, qui n'empêche pas la mise en réseau, parce que la plateforme Hypothèse, c'est aussi une plateforme ouverte à tout le monde, mais finalement, chacun fait un petit peu avec ses propres moyens, avec ses propres énergies, avec ses propres réseaux, en court-circuitant les tutelles, parce que les tutelles ne demandent peut-être qu'à être court-circuitées. C'est vraiment une question que je lance comme ça. Oui, alors deux ou trois éléments. Effectivement, le développement des techniques d'édition via Internet permet de faire des choses qui étaient autrefois très difficiles, permet par exemple effectivement de mettre en place des carnets de recherche qui peuvent jouer le rôle des anciens bulletins d'information de manière beaucoup plus aisée, avec une bien meilleure diffusion. Alors, il faut quand même dire que certaines des institutions, et je pense en particulier à l'IFPO, jouent un rôle absolument indispensable et exemplaire en numérisant leurs archives de publication. Et ça, c'est un rôle essentiel de ces centres, pas spécialement des observatoires urbains, hein, mais ces centres français à l'étranger ont eu une activité de publication pour Damas depuis les années 1930, hein, et aujourd'hui, ils sont en train de tout numériser, grâce aussi au partenariat avec les gens de revue.org et du Cléo, hein, qui ont eu un financement européen pour ça. Et ça, c'est institutionnel. Donc, quelque part, les tutelles, alors, c'est pas tout à fait les mêmes tutelles, c'est pas le MAE, on est bien d'accord, mais le CNRS, en l'occurrence, joue un rôle très important dans la constitution et la remise, la relivraison au public de tout ce patrimoine, j'allais dire, de travaux scientifiques, et ça, c'est énorme. Alors, l'autre point de ta question, c'est concernant effectivement Jadalia. Jadalia, c'est une petite initiative au départ d'universitaires plutôt, disons, américano-arabes, qui s'est énormément développée depuis les printemps ou les révolutions arabes, les révoltes, et où il y a un effort très intéressant, je trouve, à la fois multilingue, puisque c'est arabe, anglais, français, turc, et visant aussi à effectivement retourner les résultats de la recherche vers le grand public dans une forme de langue assez simplifiée, des articles courts, et ça fait partie effectivement de cette volonté de trouver d'autres manières de s'adresser au public. Mais c'est plus dans la dimension de communication des résultats de la recherche que de réalisation de corpus. Ouais. Et ça, je pense que malgré tout, pour les corpus, l'appui des institutions de recherche reste indispensable, il faut le rappeler. J'espère qu'il y a ici des gens du ministère des Affaires étrangères et du CNRS qui nous écoutent, parce qu'il y a un vrai enjeu de pérennité quand même de ces institutions. Oui, je crois que l'autre Éric voudrait dire quelque chose. Pour les quelques-uns qui ne seraient pas initiés à ce dont on parle, la plateforme Hypothèse, hein, qu'on trouve très facilement, c'est une plateforme donc hébergée et financée par le CNRS et qui permet effectivement de faire de la diffusion gratuitement. Mais c'est vrai que là, on est en train de... donc les tuyaux sont disponibles, ils marchent très bien, ils sont faciles, mais les contenus, ça continue de coûter un peu d'argent de constituer des contenus et des corpus. Éric, est-ce que tu voulais... Non, c'est dans la veine de ce que tu viens de dire sur la question du coût. Je crois que précisément, on est à une charnière assez difficile. C'est-à-dire que oui, on peut diffuser de l'information, on peut diffuser nos points de vue, nos articles, etc., de façon beaucoup plus large qu'avant. Ça, c'est pas... On peut archiver les ouvrages qui ont été faits dans ces centres, ça c'est acquis. Simplement, ce qui coûte beaucoup, c'est la numérisation et l'indexation de l'ensemble des corpus qui ont été constitués. Et ça, et ne serait-ce que retrouver tous ces archives, parce que les gens passent, ils ont une période qui est courte. Et ça, jusqu'à présent, ça achoppe. Et c'est un vrai problème pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui, parce que dans le même temps, les centres se sont beaucoup réduits en termes de personnel, que l'accès aux archives est parfois complètement impossible, dans le cas du Caire où les bibliothèques ont été mises dans des cartons pour des raisons de coût.
c'est terminé. Et en même temps, la charnière numérique ne s'est pas faite. Donc c'est un vrai problème qui peut... Il y a une espèce de décrochement en fait voilà. entre les... Et là, on n'a pas les relais parce qu'il n'y a pas eu la volonté institutionnelle, enfin la visibilité, je dirais, institutionnelle à ce moment-là. Voilà. Merci. Mercedes, tu voulais... Peut-être juste là-dessus, et c'est plutôt à l'attention de Julien, en fait, si ce qu'on souhaite tous, il y a un observatoire urbain à Jérusalem, je crois que la question numéro 1, ça sera de réfléchir à la pérennisation des données qui seront acquises ou collectées, parce que c'est vrai que c'est un peu... Alors bon, voilà, on en fait son deuil, mais c'est un peu triste quand on va au Caire et qu'on sait qu'il y avait eu toute cette cartothèque où il suffisait d'ouvrir un tiroir pour avoir ce qu'on voulait, où il suffisait d'aller à la bibliothèque pour avoir ce qu'on voulait. Et bien maintenant, ni la cartothèque, ni la bibliothèque, avec des fonds historiques très intéressants, puisque le CEDEJ avait recueilli pas mal de bibliothèques privées aussi. Je veux dire, bon, c'est vrai que ça fend le cœur, et parce que voilà, bon, peu importe les raisons, je dirais, et on souhaite qu'à Jérusalem, cette question, elle soit saisie en amont et pas en aval, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que une fois que la question est saisie en aval, on est mal, ça va pas le faire, parce qu'on se retrouve tout d'un coup devant une masse, on ne sait pas par où commencer, etc. Vous avez la chance, je dirais, de commencer maintenant, et donc de pouvoir dès maintenant penser la pérennité des documentations que vous allez collecter. Il est évident qu'un tel projet aujourd'hui, s'il est conduit à terme, il sera d'emblée numérique. La grande difficulté des centres de recherche français à l'étranger, c'est leur pérennité physique. La pérennité des bibliothèques, le cas de la bibliothèque du CEDEJ est emblématique de l'écueil. Et aujourd'hui, il faudra, puisque j'espère bien qu'on le fera à Jérusalem, commencer d'emblée un projet numérique en stockant en ligne directement les données collectées. Je crois que là aussi, ça résout en partie, mais en partie seulement, la question du coût. Si le projet est pensé comme une plateforme, au fond une plateforme de mise à disposition d'une documentation déjà indexée, traitée, pensée, pour mise à disposition pour des recherches nouvelles. Merci. Je crois qu'on va prendre encore une dernière question, une ou deux dernières questions. Oui, madame. Bonjour, très rapidement. Je suis désolée, je suis arrivée en retard. Donc, je ne sais pas si ma question ne sera pas déplacée. Je voudrais savoir, ces instituts n'existent que dans la partie du Moyen-Orient, ou est-ce que c'est un choix, c'est une décision du MAS, ou est-ce qu'ils existent dans les pays du Maghreb, et y a-t-il eu des travaux qui ont été faits? Ça m'aurait intéressé. Merci infiniment. La deuxième très rapide question, donc par rapport à Jérusalem, malheureusement, du fait de cette guerre, de ces conflits, est-ce qu'il n'y a pas aussi une inquiétude à avoir, sans être pernicieuse, sur la protection et la diffusion de ces données que vos instituts, que vos chercheurs feront, puisqu'il y a quand même une lutte entre la partie arabe et Israël sur ce qu'est Jérusalem. Merci. On va prendre les questions dans le désordre. Je laisse répondre Julien tout de suite. Oui, je peux répondre déjà aussi d'emblée sur le réseau très rapidement. Le réseau des centres de recherche français à l'étranger, c'est aujourd'hui 27 institutions, si je ne me trompe pas, sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du CNRS, avec une forte... C'est ce qu'on appelle les IFRE. Oui, IFRE, c'est vraiment le nom le plus terrible. Institut français de recherche à l'étranger. Et avec une forte concentration en Méditerranée, où là, vestige d'empire sans doute, l'investissement scientifique français est le plus présent, mais ces institutions sont présentes sur tous les continents. Alors, dans le cas de Jérusalem, c'est je crois, précisément l'urgence, l'enjeu, c'est d'ouvrir un espace académique qui soit, au fond, une garantie de neutralité à la fois dans la construction des données et dans leur mise à disposition. Je crois que c'est précisément ça l'enjeu, et c'est une sorte de... disons, c'est une troisième voie, c'est beaucoup dire, mais disons en tout cas une perspective que pas mal d'acteurs locaux, d'acteurs de la recherche en tout cas, à laquelle ils aspirent. C'est au fond qu'une tierce institution puisse proposer un espace de discussion et un espace aussi de conservation des données qui soit accessible à tous et dégagé de tout soupçon.
Oui, il y a eu Rabat, Tunis, il y a eu des moins aboutis, peut-être moins